Johan avait 35 ans, un âge où l'homme croit encore qu'il peut tout construire, mais aussi un âge où la fatigue des épreuves commence à se lire sur le visage. Chauffeur de taxi, il connaissait chaque carrefour de la ville, chaque raccourci poussiéreux, chaque route où les klaxons s'entremêlaient avec les cris des vendeurs de rue. Pourtant, ce qu'il aimait par-dessus tout, ce n'était pas la routine des embouteillages. Non. Ce qui faisait battre son cœur plus fort, c'était lorsqu'une voiture de luxe traversait son regard, une Rolls-Royce, une Lamborghini, une machine dont la simple présence imposait le silence. Alors, il murmurait pour lui-même, « Un jour, Dieu aussi se souviendra de moi. » Chez lui, l'attendait Sarah, sa femme, et leur fils de 19 ans. Leur maison n'avait rien d'extraordinaire, mais elle abritait un amour sincère. Sarah savait préparer un simple plat de riz avec une tendresse qui effaçait l'amertume des dettes. Leur fils, plein d'énergie et d'insouciance, représentait l'espoir qu'il n'avait pas encore atteint. Johan se répétait souvent, « Nous n'avons pas grand-chose, mais au moins nous sommes ensemble. » Et dans son quartier, beaucoup l'enviaient malgré tout, il n'était pas riche, mais il n'était pas perdu. Un après-midi pourtant banal allait bouleverser cette stabilité fragile. Un client élégant lui demanda de l'emmener en ville. La course, au départ, ne différait pas des autres. Mais en arrivant à la demeure du client, Johan resta figé. Dans la cour reposait une Rolls-Royce immaculée et une Lamborghini Urus dont les phares semblaient le fixer comme des yeux de prédateur. Cet homme, Henri, 50 ans, remarqua l'éclat dans ses yeux. « Tu sembles aimer ce genre de voiture », dit-il avec un sourire lourd de sous-entendu. Johan ne sut retenir son aveu, « C'est mon rêve de les conduire. » Henri fit alors une proposition inattendue, devenir son chauffeur privé, pour 500 000 francs par mois. Johan sentit son souffle se couper. 3 fois son salaire. Une chance tombée du ciel. Il sourit, un sourire large, naïf, presque enfantin. Ce soir-là, en annonçant la nouvelle à Sarah, il déclara « Dieu a enfin ouvert une porte pour nous. » Mais au moment même où il prononçait ces mots, une autre porte, invisible et plus sombre, venait de s'ouvrir sous ses pas. À 35 ans, Johan avait déjà l'allure d'un homme marqué par les kilomètres. Chaque matin, il prenait place derrière le volant de son taxi comme un soldat qui enfile son uniforme. Les routes de la ville étaient ses champs de bataille, klaxons, insultes passagères, négociations sans fin sur les tarifs. « Frère, fais un petit prix », entendaient ses oreilles à longueur de journée. Il riait parfois, soupirait souvent, mais il gardait toujours ce calme qui le distinguait. Pour lui, conduire n'était pas un métier, c'était une respiration. Pourtant, derrière ce quotidien banal, brûlait un feu que personne ne soupçonnait. Chaque fois qu'il croisait une Rolls-Royce ou une Lamborghini dans la circulation, ses yeux brillaient comme ceux d'un enfant. Ces voitures n'étaient pas de simples machines pour lui, elles représentaient une promesse, un autre monde où la pauvreté ne collait pas à la peau. Mais aussitôt l'image disparut, il revenait à sa réalité, son vieux taxi poussiéreux, propriété d'un patron qu'il devait respecter. Johan murmurait alors, presque comme une prière, « Seigneur, si tu le veux, un jour moi aussi. » Ces paroles, il ne les disait jamais à haute voix devant les clients, de peur qu'on se moque de lui. Ce rêve secret l'accompagnait dans chaque trajet. Quand il transportait un fonctionnaire arrogant, il se disait, « Si j'avais la moitié de ces opportunités, ma famille ne manquerait de rien. » Quand il conduisait une vendeuse fatiguée, il se rappelait que sa vie n'était pas la pire. Cette dualité le hantait, gratitude d'un côté, frustration de l'autre. Sa femme, Sarah, voyait dans ses yeux cette lueur de désir non assouvi, mais elle ne disait rien. Elle savait que l'homme qu'elle aimait se nourrissait de ce rêve silencieux pour trouver la force d'affronter les dettes, les factures et les humiliations du quotidien. Malgré ses blessures invisibles, Johan choisissait toujours la résilience. Chaque jour, il souriait aux clients, racontait des petites anecdotes pour alléger leur trajet. Parfois il improvisait, « Vous savez, si les routes pouvaient parler, elles nous livreraient tous nos secrets. » Les passagers riaient, et lui aussi, cachant la fatigue derrière l'humour. Son rêve de luxe ne le paralysait pas, il le motivait. Il ne voulait pas seulement survivre, il voulait offrir à Sarah et à leur fils une vie où l'on ne craignait plus les huissiers, une vie où son fils n'aurait pas honte de dire « Mon père, c'est un homme qui a réussi. » Pourtant, malgré cette volonté, Johan sentait que ses efforts seuls ne suffiraient jamais.
Les journées passaient, semblables, avec les mêmes trajets et les mêmes dettes qui l'attendaient au soir. Parfois, il se demandait, est-ce que tout est déjà écrit? Est-ce que certains naissent pour admirer et d'autres pour posséder? Ses pensées le rongeaient dans le silence de ses trajets nocturnes, quand la ville s'endormait et que son taxi n'était plus qu'une boîte de solitude. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une simple rencontre allait bientôt tout briser, sa routine, son équilibre et jusqu'à son innocence. Le soir, lorsque Johan fermait la portière de son taxi et rentrait à pied dans la cour poussiéreuse de sa maison, il respirait enfin. Ce n'était pas un palais, encore moins une villa moderne, mais c'était son refuge. Dès qu'il poussait la porte grinçante, une odeur de sauce légère et de bois brûlé l'accueillait. Sarah, sa femme, l'attendait souvent avec un sourire fatigué mais sincère, tandis que leur fils de 19 ans venait raconter les petites histoires de la journée. C'était dans cette simplicité que Johan trouvait sa plus grande richesse, un amour qui résistait aux tempêtes de la pauvreté. Le repas du soir n'avait jamais rien d'extravagant. Du riz, quelques légumes, parfois un peu de poisson quand la chance se présentait. Pourtant, Sarah avait ce talent de transformer le peu en abondance, et chaque bouchée portait la saveur d'un foyer uni. Elle aimait répéter, l'important, ce n'est pas ce qu'on a dans l'assiette, c'est ce qu'on a dans le cœur. Ces paroles simples résonnaient dans la tête de Johan comme un rappel, malgré leurs dettes, malgré les difficultés, ils avaient quelque chose que même l'argent ne pouvait acheter. Et c'est cela qui le retenait debout. Parfois, en écoutant son fils parler de ses rêves d'avenir, Johan se sentait partagé. Fierté d'un côté, inquiétude de l'autre. Son enfant aspirait à une vie meilleure, à des études solides, à un futur sans les cicatrices de la misère. Alors Johan se disait, mon fils ne doit jamais connaître les humiliations que j'ai connues. Et dans ces moments, son amour pour Sarah se transformait en admiration silencieuse. Elle portait le fardeau des dettes avec une dignité désarmante, le rassurait quand il doutait, et lui disait souvent, « Tant que tu respires, rien n'est perdu. » C'est grâce à Sarah que Johan refusait de céder au désespoir. Dans leur quartier, beaucoup se plaignaient, beaucoup baissaient les bras, mais lui trouvaient de la force en regardant sa famille. Les voisins vivaient des drames plus lourds, des enfants livrés à eux-mêmes, des couples détruits par la pauvreté. Alors Johan murmurait souvent, « Nous avons peu, mais nous avons l'essentiel. » Il travaillait plus dur, rallongeait ses heures de conduite, juste pour voir ce sourire apaisé sur le visage de Sarah quand il posait quelques billets sur la table. Ce foyer était son équilibre fragile, son seul trésor. Pourtant, sous cette stabilité apparente, un vide grandissait. Chaque fois qu'il contemplait le plafond de leur modeste chambre avant de s'endormir, Johan sentait que quelque chose manquait. Ce n'était pas l'amour, ce n'était pas l'unité. C'était autre chose, ce goût amer de n'avoir jamais franchi la frontière du rêve. Il se demandait parfois si Dieu n'avait pas oublié son nom. Mais il chassait vite ses pensées, embrassait Sarah et s'endormait, persuadé que demain serait comme hier. Ce qu'il ignorait, c'est que la routine était sur le point d'être brisée, et qu'un simple client allait changer à jamais son destin. C'était un après-midi chaud, la ville vibrait au rythme des klaxons et des vendeurs ambulants criant leur prix. Johan, au volant de son taxi fatigué, s'apprêtait à rentrer quand un homme en costume élégant leva la main. Ce client n'avait rien de banal, sa démarche posée, son parfum discret mais puissant, son regard qui semblait jauger le monde. L'homme s'assit à l'arrière sans un mot au début, et Johan, habitué à tous les types de clients, se contenta de démarrer. Mais il sentit aussitôt que ce passager-là n'était pas comme les autres. Quelque chose dans son aura imposait le respect. La course paraissait ordinaire. L'homme demandait à aller au centre-ville pour faire quelques courses. Le trajet fut d'abord silencieux, puis il lança des phrases banales, la chaleur de la saison, l'embouteillage, le prix du carburant. Johan répondit poliment, mais il était intrigué par le ton posé et mesuré de ce client. À son retour, l'homme plaça des sacs remplis de provisions dans le coffre et donna la nouvelle destination, sa maison. Johan obéit. Ce n'est qu'en franchissant la grande grille en fer forgé qu'il comprit que ce client n'était pas un simple passager, mais un homme d'un autre monde. Le cœur de Johan accéléra lorsqu'il vit la cour. Là, devant ses yeux, reposaient deux monstres mécaniques, une Rolls-Royce au chrome étincelant et une Lamborghini Urus dont les lignes semblaient découper l'air lui-même. Ses mains tremblèrent légèrement sur le volant. Jamais il n'avait été aussi près de ce qu'il désirait le plus.
Il sentit son souffle se bloquer, et ses yeux brillèrent comme ceux d'un enfant devant une vitrine de jouets. Cet instant, il le grava dans sa mémoire, comme une vision presque divine. Mais il osa garder le silence, de peur que son admiration ne paraisse ridicule. Henri, car tel était le nom de l'homme, remarqua cependant l'éclat dans ses yeux. Il sourit avec une nuance d'ironie et dit « On dirait que tu aimes bien ce genre de voiture. » Johann, pris de court, avoua sans détour « C'est mon rêve, monsieur, de les conduire un jour. » Henri hocha la tête, comme s'il attendait cette réponse. Puis, d'une voix tranquille mais tranchante, il lança « Si tu veux, tu pourrais devenir mon chauffeur privé. Je paye 500 000 francs par mois pour commencer. » Les mots tombèrent comme un éclair. Johann resta figé. Le silence dans l'air était lourd, presque irréel. 500 000 francs. 3 fois plus que ce qu'il gagnait actuellement. Johann n'osa pas répondre tout de suite, de peur que sa voix ne tremble et le trahisse. Son regard allait des voitures garées au visage de cet homme qui lui tendait une chance inespérée. Et dans son cœur, une phrase résonnait, « Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu s'est souvenu de moi. » Il savait que ce moment n'était pas un simple hasard. Mais il ignorait encore qu'en acceptant cette main tendue, il allait ouvrir la porte d'un monde qu'il n'aurait jamais dû franchir. Le soir même, Johann rendit les clés de son vieux taxi à son patron. Ses mains tremblaient, non pas de peur mais d'excitation. Le patron, surpris, demanda « Tu as trouvé mieux ?» Johann se contenta de sourire et de répondre « Oui, Dieu m'a ouvert une porte. » Ce fut la dernière fois qu'il vit ce taxi qui avait porté ses rêves modestes pendant des années. En rentrant chez lui, il ne pouvait contenir son sourire. Sarah le remarqua aussitôt « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait un enfant qui vient de trouver un trésor. » Assis dans leur petite maison, il raconta tout, la rencontre avec Henri, la villa, les voitures de luxe, et surtout l'offre de 500 000 francs par mois. Sarah resta bouche bée, puis éclata de joie. « C'est Dieu, Johann. Tu vois. Il ne nous a jamais oubliés. » Leur fils, les yeux brillants, s'écria « Papa, ça veut dire que bientôt on pourra changer de maison. » Le rire de Sarah résonna dans la pièce, un rire que Johann n'avait pas entendu depuis longtemps. Pour la première fois, ils se sentirent proches du rêve. Le lendemain, Johann se présenta chez Henri. Lorsqu'il posa ses mains sur le volant de la Rolls-Royce pour la première fois, une vague d'émotion le traversa. Ce n'était pas juste une voiture, c'était la matérialisation de ses prières murmurées pendant des années. Il avait l'impression que le ciel lui disait « Je t'ai entendu ». Conduire Henri à son travail fut sa première mission, mais pour Johann, c'était bien plus. Chaque virage, chaque freinage devenait un acte sacré. Dans son cœur, il ne se sentait plus simple chauffeur. Il se sentait élu, choisi pour un rôle au-dessus de sa condition. Les premiers mois passèrent comme un rêve. Avec son salaire, Johann loua une maison plus grande, dans un quartier plus calme. Son fils entra dans une meilleure école, fréquentant des enfants de familles respectées. Sarah rayonnait, habillée avec des pagnes plus élégants, recevant enfin les regards admiratifs des voisines. Johann, lui, savourait chaque instant où il tenait le volant d'une Rolls ou d'une Lamborghini. Parfois, seul, il caressait discrètement le tableau de bord comme on caresse une relique. Tout ce qu'il voyait autour de lui confirmait une chose, il avait pris la bonne décision, et Dieu avait tracé ce chemin. Pourtant, derrière cette euphorie, un détail persistait. Chaque soir, quand il fermait les yeux, Johann revoyait le sourire d'Henri. Ce sourire n'était pas seulement celui d'un patron satisfait, il portait une nuance étrange, comme une énigme. Sarah répétait « Ne pense pas trop, profite seulement. » Et Johann essayait. Mais une petite voix au fond de lui murmurait « Les bénédictions de Dieu ne portent jamais d'ombre, pourquoi alors ressens-tu parfois un frisson dans ce bonheur ?» Sans le savoir, il venait d'entrer dans une route où chaque kilomètre le rapprocherait de vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. Les samedis étaient devenus différents. Contrairement au trajet habituel vers les bureaux ou les soirées officielles, Henri appelait Johann pour une mission précise, l'emmener dans un hôtel de luxe de la ville. Toujours accompagné. Toujours d'un jeune homme. La première fois, Johann n'avait rien trouvé d'étrange. Après tout, les riches avaient leur cercle, leur distraction. Mais rapidement, un détail le frappa, ce n'était jamais le même jeune. Chaque samedi,
Un nouveau visage, un nouveau sourire nerveux, un nouveau corps qui s'installait à l'arrière de la Rolls-Royce. Et Johan, au volant, se contentait de regarder dans le rétroviseur. Les trajets vers l'hôtel étaient étrangement silencieux. Henri parlait peu, les jeunes hommes encore moins. Mais à chaque retour, Johan observait un changement subtil. Les jeunes sortaient de l'hôtel avec une démarche différente, parfois mal assurée, parfois étrangement lourde. Le regard fuyant, les vêtements froissés, ils ne ressemblaient plus à ceux qui étaient entrés. Cette répétition créa en lui un malaise qu'il n'arrivait pas à chasser. Ce qui devait être une simple mission de chauffeur commençait à peser. La Rolls brillait, l'hôtel scintillait, mais dans l'ombre de ces lumières, Johan sentait une vérité qu'il n'osait encore formuler. Chaque samedi, le même rituel, et chaque samedi, le même poids sur sa poitrine. Johan tentait de se convaincre, ce ne sont pas mes affaires. Mon rôle, c'est de conduire. Mais plus il répétait ces mots, moins il y croyait. La curiosité se mélangeait au dégoût, et derrière, une peur sourde grandissait. Il craignait de comprendre ce qui se passait réellement. Pourtant, ses yeux enregistraient tout, les murmures échangés, les gestes nerveux, les regards fuyants. Dans le silence de sa chambre, tard le soir, il repensait à ces visages jeunes et se demandait « Pourquoi chaque samedi ?» Malgré ses interrogations, Johan choisit de se taire. Il ne voulait pas perdre ce travail qui avait transformé la vie de sa famille. Devant Henri, il jouait le chauffeur parfait, ponctuel, discret, obéissant. Même lorsque Sarah lui demandait « Tu sembles soucieux, qu'est-ce qui ne va pas ?» il souriait et répondait « Rien, juste la fatigue. » Mais en vérité, son silence n'était pas une sérénité, c'était une prison. Chaque kilomètre parcouru vers ses hôtels de luxe le plaçait dans une contradiction douloureuse, il roulait vers la prospérité matérielle mais s'enfonçait dans une pauvreté intérieure. Un samedi soir, alors qu'il observait par le rétroviseur un jeune homme descendre de la voiture en ajustant nerveusement sa chemise, un frisson parcourut Johan. Cette scène, il la connaissait déjà trop bien. Mais cette fois, le malaise fut insupportable. Il détourna le regard et fixa la route, les mains crispées sur le volant. Dans sa tête, une phrase jaillit sans prévenir, « Et si un jour, ce n'était plus eux ? Et si un jour, c'était moi ?» Ce soir-là, Johan comprit que ce travail, qui lui paraissait être une bénédiction, venait de se transformer en menace silencieuse. Un soir, Henri appela Johan pour une mission inhabituelle. Ce n'était pas pour lui, mais pour un petit qu'il connaissait bien. La consigne était claire, conduire le jeune homme à une soirée et le ramener ensuite chez lui. Johan accepta, comme toujours. Le passager monta dans la voiture, un garçon d'à accent grave peine 25 ans, bien habillé, parfumé, le visage arrogant de ceux qui croient déjà avoir conquis le monde. Johan le reconnut aussitôt. C'était l'un de ceux qu'il avait vu un samedi avec Henri. Le trajet commençait déjà à peser d'un poids invisible. Arrivé devant la villa où se tenait la soirée, Johan fut frappé par le décor. Des voitures de luxe garées comme des trophées, des jeunes femmes en robes étincelantes, des hommes en costume qui saluaient son passager avec un respect presque exagéré. Ce garçon était traité comme une star, un prince. Johan, lui, resta dans la voiture, observant en silence, prisonnier d'un mélange d'admiration et de méfiance. Quand le jeune homme revint des heures plus tard, ivre, titubant, il s'installa sur le siège arrière. Son haleine empestait l'alcool, et ses mots tombèrent comme des pierres qui fissuraient les illusions de Johan. « Toi aussi, tu as déjà fait tes moments avec le patron », lâcha le jeune, les yeux mi-clos, la voix pâteuse. Johan manqua de freiner brutalement. Le sang lui monta à la tête, mais il se força à garder son calme. « Oui, et toi ?» répondit-il, pour ne pas éveiller de soupçons. L'autre éclata de rire et confessa sans honte, « Moi je le fais pour l'argent. Il paie bien, toujours 5 millions, mais ce n'est pas de l'amour. C'est juste du business. » Johan sentit son cœur se retourner. Ses mains tremblaient sur le volant. Une colère sourde naissait en lui. Il déposa le garçon chez lui sans ajouter un mot. Tout le long du trajet, il l'écouta raconter en détail ce qu'Henri exigeait, comme si ce secret n'était qu'un banal échange. Johan, lui, gardait un visage impassible, mais à l'intérieur, un dégoût grandissait. Les pièces du puzzle se mettaient en place, les samedis mystérieux,
les allers-retours à l'hôtel, les jeunes toujours différents. Tout s'éclairait dans une lumière crue et répugnante. De retour chez lui, Sarah lui demanda « Pourquoi ton visage est si fermé ?» Il répondit comme toujours « Ce n'est rien, juste une journée difficile. » Mais dans la solitude de sa chambre, les mots du jeune résonnaient encore « Je le fais pour l'argent. » Johan comprit qu'il n'était qu'à une marche de ce monde obscur. S'il acceptait un jour, tout serait fini. Et s'il refusait, il savait qu'Henri pouvait le balayer d'un simple geste. Allongé, les yeux ouverts dans le noir, il se posa une question qui lui glaça le sang, combien de temps avant que ce ne soit mon tour ? Le chauffeur, qui croyait avoir reçu une bénédiction, découvrait que le prix du luxe pouvait être plus lourd que la pauvreté. Le lendemain de cette révélation, Johan reprit place derrière le volant comme si de rien n'était. Le cuir de la Rolls-Royce lui paraissait plus froid qu'avant, l'air conditionné plus lourd, mais son visage restait impassible. Henri monta dans la voiture, lui donna les instructions habituelles d'une voix neutre. Johan hocha la tête, exécuta. Pas un mot de plus. Pour n'importe quel observateur, c'était un chauffeur parfait, poli, discret, efficace. Mais derrière ses lunettes noires, Johan cachait un trouble profond. Chaque coup de volant devenait un effort pour étouffer ce qu'il savait désormais. À la maison, Sarah commença vite à remarquer son changement. Il parlait moins, mangeait distraitement, restait parfois assis dans le noir, silencieux. « Johan, tu n'es plus le même », lui dit-elle un soir. Mais il sourit, posa une main sur la sienne et répondit « Ce n'est que la fatigue, ne t'inquiète pas », pourtant, Sarah connaissait cet homme depuis trop longtemps pour se laisser berner. Elle sentit que son mari portait quelque chose de lourd, un fardeau invisible. Mais chaque fois qu'elle tentait de creuser, Johan esquivait, fuyant ses yeux comme s'il avait peur de s'y refléter. Dans son esprit, c'était une guerre silencieuse. D'un côté, la répulsion qu'il éprouvait pour Henri et son univers. De l'autre, la peur viscérale de tout perdre, la maison, l'école de son fils, le nouveau statut de sa famille. Il se répétait, ce n'est pas mon problème. Je ne fais que conduire. Mais une autre voix lui rétorquait, celui qui ferme les yeux devient complice. Johan vivait chaque journée comme un acteur contraint à jouer un rôle. Le sourire qu'il affichait à son patron n'était plus qu'un masque collé à son visage, et ce masque l'étouffait. Pour survivre, Johan décida de se taire. Il continua à ouvrir les portières avec respect, à attendre son patron avec patience, à sourire aux voisins quand il rentrait au volant de voiture que personne n'osait rêver. Mais dans ces silences, son cœur criait. Il s'interdisait de partager ce qu'il savait avec Sarah ou son fils, persuadé que cela ne ferait que les exposer. Alors il enterra tout au fond de lui, et se concentra sur son rôle. Chaque matin, en attachant sa ceinture, il murmurait pour se convaincre, « Reste calme, Johan. Ce travail, c'est ta survie. » Pourtant, plus il cherchait à se convaincre, plus son malaise grandissait. Il se surprenait à éviter le regard de son patron, comme si Henri pouvait lire dans ses pensées. La nuit, il transpirait en silence, hanté par les confidences du jeune homme ivre. Chaque sourire d'Henri, chaque silence dans la voiture, devenait une menace voilée. Johan savait qu'il ne pourrait pas porter ce fardeau éternellement. Et dans un coin de son esprit, une question sourdait, insistante comme une blessure, et si Henri finissait par me demander ce que je redoute le plus ? Chaque trajet avec Henri était devenu un supplice invisible. Johan conduisait, ouvrait les portières, restait droit, mais son esprit était ailleurs. Une pensée obsédante le hantait, et si un jour, ce n'était plus eux ? Et si un jour, c'était moi qu'il conduisait à l'hôtel ? Rien ne prouvait que ce jour arriverait, mais tout en lui criait que c'était inévitable. Le simple regard d'Henri dans le rétroviseur suffisait à lui donner des sueurs froides. Dans ce silence oppressant, Johan se sentait comme un prisonnier dont la cellule avait des sièges en cuir et un parfum de luxe. Les nuits devinrent insupportables. Johan s'allongeait, fermait les yeux, mais le sommeil refusait de venir. À la place, son esprit dessinait des scènes terribles, Henri lui ordonnant de monter dans une chambre, Sarah découvrant son humiliation, son fils apprenant que son père avait vendu son honneur pour de l'argent. Ces cauchemars le réveillaient en sursaut, couvert de sueur. Il restait assis dans l'obscurité, se répétant « Non, jamais. Je préférerais mourir. » Mais la voix de la peur répliquait aussitôt
refuse, et tu perdras tout. Il comprenait qu'il était déjà piégé, avant même que la proposition n'arrive. Cette dualité le déchirait. D'un côté, il regardait la nouvelle maison, l'école prestigieuse de son fils, les habits élégants de Sarah, et il se disait, ce que j'ai toujours rêvé est enfin là. De l'autre, il se voyait trahi par ses propres valeurs, transformé en marionnette entre les mains d'Henri. Le luxe contre la dignité. La survie contre l'honneur. Plus il essayait de trouver une réponse, plus le vide grandissait en lui. Ses mains tremblaient parfois en tenant le volant, comme si son corps lui rappelait que ce bonheur était fragile, artificiel, prêt à s'effondrer au moindre souffle. Pour calmer son angoisse, Johan se réfugia dans ce qui lui restait de pur, sa famille. Un soir, il rentra plus tôt, et Sarah l'accueillit avec un sourire étonné. Ils partagèrent un repas modeste mais chaleureux, leur fils raconta une anecdote amusante de son école, et pour quelques heures, Johan oublia ses peurs. Il riait, il mangeait, il se sentait homme à nouveau. Mais même dans ce moment de bonheur, une ombre restait tapie dans son cœur. Il se disait, et si tout cela n'était qu'un mirage? Et si demain, Henri me retirait ce que je tiens entre mes mains? En quittant la table, Johan observa sa famille, les yeux brillants. Il murmura intérieurement, « Seigneur, protège-les, protège-moi. » Mais au fond, il savait que les prières ne suffiraient pas. L'avenir se dressait devant lui comme une route brumeuse, pleine de pièges. Chaque sourire de Sarah, chaque rire de son fils devenait une raison supplémentaire de craindre le jour où Henri briserait son masque. Allongé dans son lit, fixant le plafond, Johan comprit une vérité glaçante, il n'avait plus le contrôle de sa vie. Et bientôt, le choix qu'il redoutait tant ne serait plus une hypothèse, mais une réalité. Un soir, Henri demanda à Johan de ne pas simplement le conduire mais de l'accompagner. « Viens dîner avec moi », dit-il d'un ton qui n'appelait pas de refus. Johan, surpris, hocha la tête. Ils arrivèrent dans un restaurant de luxe où les lustres scintillaient comme des étoiles captives. Les serveurs s'inclinaient devant Henri avec une révérence presque royale. Johan, mal à l'aise dans sa chemise modeste, suivait, essayant de ne pas paraître déplacé. Mais il savait que ce dîner n'était pas un simple repas. L'air pesait, et l'éclat froid dans les yeux de son patron annonçait une conversation cruciale. À table, après quelques banalités forcées, Henri posa son verre de vin et fixa Johan droit dans les yeux. « J'aime bien ta loyauté, mais je n'ai pas encore confiance en toi, » dit-il calmement. Johan sentit son cœur battre plus fort. Henri continua, « Je vais bientôt entrer dans une sphère où les hommes ne peuvent s'entourer que de ceux qui leur sont liés, par le sang ou par autre chose. » Puis il s'inclina légèrement vers lui, « Toi aussi, tu dois me prouver ta fidélité. » La salle bruissait de rires lointains, mais pour Johan, le temps s'arrêta. « Comment » demanda-t-il d'une voix basse. Henri esquissa un sourire et énonça deux options. La première, devenir son partenaire intime, une relation qui, selon lui, garantissait un contrôle total. La deuxième, rejoindre son cercle secret, une loge exigeant sacrifice et rituel, mais qui ouvrait les portes du pouvoir. Johan sentit une sueur glacée couler dans son dos. Humiliation ou sacrifice spirituel. Déshonneur du corps ou pacte avec les ténèbres. Il n'y avait pas de bonne réponse. Ses pensées s'entrechoquaient, si je refuse, je perds tout. Si j'accepte, je me perds moi-même. Il força un sourire pour cacher son trouble. Et si je refuse, osa-t-il demander. Henri le fixa longuement, puis répondit d'un ton tranchant, « Alors tu n'as plus de place auprès de moi. » Ces mots frappèrent Johan comme une condamnation. Il pensa à Sarah, à leur fils, à la maison, à cette nouvelle vie qu'il goûtait à peine. Chaque image de bonheur se mêlait au spectre de la ruine. Son corps lui criait de fuir, mais son esprit restait figé, incapable de prononcer une décision. Alors il se contenta de baisser les yeux et de murmurer, « Je vais réfléchir. » Le repas se termina dans un silence pesant. Johan conduisit Henri jusqu'à sa villa sans un mot, le cœur battant à tout rompre. Dans sa tête, les options résonnaient comme deux pièges mortels. Le luxe de la Rolls-Royce qu'il tenait entre ses mains n'avait plus aucun éclat, le cuir lui brûlait presque les doigts. En rentrant chez lui, Sarah l'attendait avec un sourire tendre, ignorant la tempête qui grondait dans son mari. Johan posa les clés, s'assit lourdement, et pensa, « Voilà.
Le moment que je craignais est arrivé. Et désormais, son silence ne pourrait plus durer. Johan rentra ce soir-là comme un homme brisé. Ses pas étaient lourds, ses épaules voûtées, et son regard fuyait. Sarah, qui l'attendait comme toujours avec un repas simple, comprit immédiatement. « Johan, quelque chose ne va pas », dit-elle doucement. Il tenta un sourire forcé, mais son silence trahissait son agitation. Elle posa ses mains sur ses épaules, le fixa dans les yeux et ajouta « Ne me cache pas ce qui te ronge. Tu sais que je sens quand ton cœur tremble. » Il détourna le regard, mais déjà, il savait qu'il ne pourrait pas porter ce secret seul. Après un long soupir, il raconta tout. Le dîner dans le restaurant, les paroles d'Henri, les deux options posées sur la table comme un piège. Soit je deviens son partenaire, soit j'entre dans sa loge. Si je refuse, c'est la fin. Les mots avaient du mal à franchir ses lèvres. Sarah resta figée, les yeux écarquillés. Elle ne parla pas tout de suite. Puis elle s'assit, les mains croisées, et répéta lentement, « Donc, ton patron veut acheter ton corps ou ton âme ?» Dans sa voix, il y avait de la peur, mais aussi une étrange lucidité. Johan la regarda, désespéré. « Sarah, je ne peux pas accepter, mais si je refuse, nous perdrons tout. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'il tenta de cacher. Sarah prit sa main, la serra fort. « Écoute-moi. Si tu acceptes d'être son partenaire intime, il te videra de ta force, de ta dignité. Tu mourras lentement, à l'intérieur. Mais une loge, aussi sombre qu'elle soit, tu resteras debout. Tu pourras choisir jusqu'où aller. » Johan resta silencieux, le cœur en guerre. Sa femme venait de nommer ce qu'il n'osait pas penser, entre deux enfers, il fallait choisir celui où l'on survit. Ce soir-là, ils parlèrent longtemps, murmurant comme des conspirateurs dans l'ombre de leur chambre. Sarah esquissa une idée audacieuse, et si nous pensions en famille, au lieu de penser en victime ? Peut-être qu'ensemble, nous pourrions négocier quelque chose de différent. Johan écarquilla les yeux, « Tu veux dire ?» Elle hocha doucement la tête. Il comprit qu'elle n'avait pas seulement peur, elle réfléchissait déjà à une stratégie. Pour la première fois, Johan sentit que son épouse n'était pas seulement son refuge, mais aussi son arme. Unis, ils pouvaient peut-être transformer ce piège en opportunité. Quand la nuit s'acheva, Johan n'avait toujours pas trouvé de réponse claire, mais une graine était plantée. La peur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en un étrange mélange de calcul et d'espoir. Sarah, allongée à ses côtés, lui murmura « Nous trouverons un moyen. Mais promets-moi une chose, tu ne laisseras jamais personne t'humilier. » Il ferma les yeux, incapable de répondre. Dans son cœur, une certitude naissait, sa prochaine rencontre avec Henri ne serait pas celle d'un simple chauffeur soumis, mais celle d'un homme prêt à jouer sa propre carte, même dans l'ombre. Johan retourna chez Henri le cœur battant, comme un condamné montant à l'échafaud. Chaque pas qu'il faisait vers la villa semblait résonner comme une sentence. Il savait que cette rencontre déciderait de son avenir, peut-être même de sa survie. Henri l'attendait dans le salon, assis confortablement, un verre de vin à la main. Ses yeux perçants fixèrent Johan dès qu'il entra. « Alors » demanda-t-il d'une voix calme mais lourde de menaces. Johan inspira profondément. Ce n'était plus le chauffeur tremblant qui se présentait devant son patron, mais un homme prêt à poser ses conditions. « J'ai réfléchi » dit-il, la voix légèrement tremblante mais ferme. « Je ne peux pas accepter tes deux propositions, du moins, pas comme ça. » Henri haussa un sourcil, intrigué. Peu d'hommes osaient lui répondre de cette manière. Johan continua, « Si je dois entrer dans ton cercle, alors je ne veux pas y entrer seul. Ma femme, mon fils, et moi, nous devons entrer ensemble. » Le silence fut brutal. Henri posa son verre, le fixa comme pour lire dans son âme. « Tu proposes d'offrir toute ta famille au cercle ?» demanda-t-il, à moitié surpris, à moitié amusé. Johan sentit son ventre se nouer, mais il tint bon. « Oui. Parce que si nous entrons ensemble, aucun de nous ne pourra être sacrifié par obligation. Nous serons protégés de l'intérieur. » Ces mots étaient audacieux, presque insensés. Il redoutait que cette proposition ne le condamne sur le champ. Mais il voyait dans le regard d'Henri une étincelle d'intérêt. Ce dernier, habitué aux hommes soumis,
se retrouvait face à un chauffeur qui osait transformer un piège en pacte. Johan tremblait à l'intérieur, mais son esprit répétait « C'est la seule façon de nous sauver ». Henri éclata d'un rire sec qui résonna dans la pièce. « Tu es audacieux, Johan. Très peu osent me parler ainsi. » Il se leva, fit quelques pas, puis se retourna, « Soit. J'accepte. Mais sache que tu viens de lier ton destin et celui de ta famille au mien. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de retour. » Johan sentit ses jambes faiblir mais resta debout. Sur la table, Henri fit venir un dossier. « Signe, ordonna-t-il. Johan prit le stylo. Ses mains tremblaient, mais il apposa son nom. Puis celui de Sarah. Puis celui de son fils. Quand il reposa le stylo, Johan eut la sensation d'avoir signé non pas sur du papier, mais sur son propre sang. Henri rangea calmement les documents et déclara « Bienvenue dans le cercle. Désormais, vous ne serez plus de simples spectateurs. Vous serez des acteurs. » Johan s'inclina légèrement, masquant le vertige qui l'envahissait. En quittant la villa, il sentit l'air du soir plus lourd que jamais. Il avait obtenu ce qu'il voulait, la protection de sa famille. Mais en marchant vers la voiture, une question s'imposa dans son esprit, avons-nous vraiment gagné, ou avons-nous vendu nos âmes? La transformation fut brutale. En quelques semaines, Johan, Sarah et leur fils quittèrent leur modeste maison pour une villa moderne, entourée de murs blancs et de jardins taillés avec précision. Les voisins, bouche bée, se murmuraient « Comment ont-ils fait ?» Le regard des passants avait changé, autrefois invisibles, ils étaient désormais salués avec respect, parfois même avec jalousie. Johan, en franchissant les portes de cette nouvelle demeure, ressentait à la fois de la fierté et une angoisse sourde. Tout ce qu'il avait rêvé semblait là, devant lui. Mais il savait que ce décor lumineux reposait sur une ombre. Sarah fut rapidement propulsée dans un rôle inattendu. On lui annonça qu'elle venait d'être nommée directrice d'une grande entreprise. Mais elle n'avait ni bureau, ni réunion, ni décision à prendre. Son poste n'était qu'une façade, une vitrine pour masquer les véritables rouages du cercle. Pourtant, aux yeux du monde, Sarah était devenue une femme influente, respectée. Elle recevait des invitations, des sourires forcés, des regards admiratifs. Ses amis d'autrefois, qu'il avait parfois méprisés pour sa simplicité, venaient désormais chercher son approbation. Elle savait que tout cela n'était qu'un théâtre, mais elle jouait son rôle avec une élégance calculée. Leur fils, lui, entra dans un univers encore plus étrange. Introduit dans un cercle de jeunes hommes riches, il découvrit les soirées fastueuses, les voitures de sport, les fêtes interminables. Il revenait parfois au petit matin, les yeux brillants de champagne et d'illusions. Johan observait son fils avec une inquiétude grandissante. Il avait voulu le protéger de la pauvreté, mais il le voyait glisser dans un monde où tout s'achetait et rien n'avait de valeur réelle. Sarah, de son côté, se rassurait en disant « Au moins, il ne manquera jamais de rien ». Mais Johan se demandait « À quel prix ?» En apparence, leur vie était parfaite. Il fréquentait désormais des personnalités influentes, assistait à des dîners mondains, posait pour des photos qui circulaient dans les journaux locaux. On les présentait comme une famille modèle, bénie, symbole de réussite. Johan serrait les mains, souriait aux caméras, mais à l'intérieur, il se sentait prisonnier. Chaque discours de politicien, chaque toast porté au nom du succès résonnait comme une ironie cruelle. Il répétait toujours la même phrase à Sarah, « Nous jouons dans un film dont nous ne contrôlons pas le scénario. » Et elle répondait calmement, « Mais au moins, nous sommes encore à l'écran. » Dans le miroir doré de leur nouvelle maison, Johan se surprenait parfois à ne plus reconnaître son propre reflet. L'homme qui conduisait un taxi humble, qui rêvait seulement de voitures de luxe, semblait avoir disparu. Il avait tout ce qu'il avait souhaité, mais il ne se sentait plus lui-même. Une nuit, en regardant son fils partir à une nouvelle fête, il murmura « Nous avons échangé la pauvreté contre un autre type de prison. » Et dans le silence de cette maison trop grande, il comprit que l'ascension n'était pas la fin du chemin. Ce n'était que le début des sacrifices. La rumeur de l'ascension d'Henri parcourut la ville comme une traînée de poudre. Les journaux parlaient de lui comme d'un homme visionnaire, un futur pilier du gouvernement. Les foules l'acclamaient, les caméras le suivaient, et chaque discours enflammait les esprits. Johan, assis derrière le volant,
voyait son patron devenir une figure intouchable. Ce qui avait commencé comme un simple contrat de chauffeur l'avait conduit au cœur du pouvoir. Mais plus Henri montait, plus les ombres autour de lui s'épaississaient. Les sourires publics cachaient des pactes invisibles, et Johan savait désormais qu'aucune gloire ne se bâtissait sans sang versé. Un jour, Henri appela Johan dans son bureau. Avec un calme glaçant, il lui dit, « Le cercle t'a choisi pour un rôle plus grand. Tu ne seras plus seulement mon chauffeur. Tu es nommé ministre. » Johan sentit ses jambes vaciller. Ministre. Le mot sonnait comme un rêve devenu réalité, mais il résonnait aussi comme une condamnation. Car il comprenait ce que cela impliquait, un titre, une richesse, un respect immense, mais aussi une dette éternelle. Henri lui serra la main, un sourire froid aux lèvres, « Félicitations. Bienvenue dans le véritable jeu. » Johan se vit propulsé dans un monde de privilèges. Les journalistes l'acclamaient, les politiciens l'appelaient « Excellence », et partout où il allait, on s'inclinait devant lui. Pourtant, à chaque fois qu'il entendait ces mots de respect, une angoisse sourde montait en lui. Il savait que sa nomination n'était pas le fruit de son mérite, mais celui du cercle. Et chaque année, ce cercle exigeait un prix, un sacrifice. Johan n'était plus seulement un spectateur des rituels, il était désormais un acteur. Le luxe qu'il avait désiré devenait une chaîne dorée serrée autour de son cou. Il apprit à jouer son rôle. À serrer des mains, à prononcer des discours, à sourire aux caméras. Mais derrière chaque sourire, il cachait une peur, le moment où il devrait payer son dû. Le cercle ne laissait jamais ses membres libres. Alors Johan se mit à anticiper, à calculer. Qui serait son premier sacrifice? Comment masquerait-il la vérité? Chaque choix devenait un dilemme moral. Et chaque nuit, il entendait dans ses rêves les voix de ceux qui avaient déjà payé le prix. Il répétait à Sarah, « Nous sommes respectés, mais à quel coût ?» Le jour de son premier sacrifice arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Henri lui rappela calmement, « Tu as franchi une porte, Johan. Il faut la nourrir. » Johan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il avait gagné reposait sur ce geste. Sa carrière, sa maison, l'avenir de son fils. Mais au moment de choisir, il comprit qu'il n'y avait pas d'issue, refuser, c'était mourir. Accepter, c'était se tuer autrement. Cette nuit-là, Johan se regarda dans un miroir, vêtu de son costume de ministre, et murmura, « Me voilà, prisonnier de ma propre réussite. » Les sacrifices devinrent une routine macabre. Chaque année, la même exigence revenait, implacable, comme une facture spirituelle qu'il fallait régler. Johan choisissait un cousin, un frère éloigné, parfois un collaborateur gênant de son ministère. Sarah, de son côté, offrait discrètement l'avis d'une collègue ou d'une amie trop curieuse. Leur fils, lui, livrait ses camarades de fête, des « amis » qui ne se doutaient jamais de la trahison. La famille entière baignait désormais dans le cercle, non plus comme victime mais comme acteur. Leur ascension sociale avait un prix, l'effacement progressif de leur humanité. À chaque sacrifice, Johan sentait un morceau de son âme se détacher. La première fois, il avait pleuré en silence, incapable de dormir. La deuxième, il avait bu pour étouffer sa conscience. La troisième, il s'était simplement dit, il le fallait. Et ainsi, peu à peu, le dégoût se transforma en habitude. Sarah aussi changeait. Elle, autrefois douce et protectrice, parlait désormais avec froideur. « Nous faisons ce qu'il faut pour survivre », disait-elle. Leur fils, lui, semblait n'éprouver aucun remords. Il riait, dépensait, s'affichait sur les réseaux comme une idole. C'était lui le plus vite corrompu. Johan, malgré tout, ne parvenait pas à se libérer de la culpabilité. Parfois, en pleine réunion ministérielle, son esprit dérivait vers le visage de celui qu'il avait sacrifié. Le soir, il se réveillait en sursaut, entendant des voix qu'il croyait réelles. Pourtant, le lendemain, il remettait son costume et jouait son rôle. Sa vie extérieure brillait de succès, mais son intérieur sombrait dans un gouffre. Le pire pour lui n'était pas seulement ses propres actes, mais de voir sa famille changer sous ses yeux. Il avait voulu les protéger en les intégrant au cercle. Il les avait perdus autrement. Pourtant, en public, ils affichaient l'image parfaite de la réussite.
Sarah apparaissait dans les journaux comme une femme d'affaires respectée. Leur fils multipliait les apparitions mondaines, les vidéos où il exhibait voitures et voyages. Johan, en tant que ministre, serrait des mains, inaugurait des bâtiments, parlait de progrès et d'avenir. Tout le pays les regardait comme une famille bénie, un modèle de prospérité. Et personne ne soupçonnait que derrière chaque sourire se cachait une tombe. Johan savait qu'il ne pouvait plus reculer. Alors il continua à jouer, à serrer les dents, à se convaincre qu'il n'avait plus de choix. Un soir, après une réception officielle, Johan rentra dans leur villa silencieuse. Il s'assit devant le miroir doré du salon et fixa son reflet. Ce qu'il vit n'était plus lui, ses yeux étaient vides, son visage marqué d'une lassitude profonde. Sarah entra et posa une main froide sur son épaule. « Nous avons tout, Johan. Ne laisse pas les fantômes te hanter. » Il hocha la tête sans répondre. Mais dans son cœur, il sut que les fantômes ne partiraient jamais. Et il comprit une chose effrayante, leur prison dorée n'avait pas de clé. Elle n'avait que des barreaux invisibles. Un soir, Johan s'assit seul dans le garage de sa villa. Autour de lui, les voitures de luxe brillaient sous les néons, Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes dernier cri. Pourtant, son regard ne voyait pas ces merveilles. Il voyait un vieux taxi jaune poussiéreux, celui qu'il conduisait autrefois. Les souvenirs de ses débuts lui revinrent comme une gifle. À l'époque, il rêvait de ces voitures en murmurant des prières naïves. Aujourd'hui, il les possédait, mais il se sentait plus pauvre que jamais. Car ce qu'il avait perdu, aucun moteur, aucune carrosserie ne pouvait le lui rendre. Ce sentiment de vide l'accompagnait désormais partout. Les réceptions, les dîners, les discours officiels, tout lui semblait creux, comme une pièce de théâtre sans âme. Il souriait aux caméras, mais à l'intérieur, il hurlait. Chaque fois qu'il croisait le regard d'un innocent, il craignait qu'on lise la vérité dans ses yeux. Et si quelqu'un découvrait ce que nous faisons? Cette pensée l'obsédait. Il savait que le cercle protégeait ses membres, mais il savait aussi qu'aucun secret ne restait enterré pour toujours. Et ce qu'il avait fait, ce qu'ils avaient fait ensemble, était trop lourd pour être effacé. Les sacrifices devenaient chaque année plus insupportables. La première fois, il avait choisi à contre-cœur. Maintenant, il devait chercher sans cesse une nouvelle victime, comme un prédateur qui ne voulait pas chasser mais qui était obligé de le faire pour survivre. Chaque nom, chaque visage lui arrachait un peu plus de son humanité. Il se surprenait à calculer froidement qui disparaîtrait sans éveiller trop de soupçons. Cette logique monstrueuse le dégoûtait, mais il ne pouvait y échapper. La culpabilité le rongeait au point de lui voler le sommeil. Le luxe autour de lui ne faisait qu'accentuer son enfer intérieur. Pour tenter de survivre à ce poids, Johan s'endurcissait. Il se répétait, si je tombe, ma famille tombe avec moi. Alors il avançait, sacrifiait, serrait les dents. Devant les foules, il parlait d'avenir et de progrès, mais derrière ses discours, il comptait les ombres de ceux qui l'avaient trahi. Sarah, elle, avait trouvé une manière froide de vivre avec cela. Leur fils, lui, semblait insensible, presque fier de ce rôle. Mais Johan ne pouvait pas. Chaque fois qu'il signait un document officiel ou posait pour une photo, il se demandait combien de vies innocentes avaient payé son sourire. Assis dans sa chambre, Johan fixait le plafond comme il le faisait autrefois dans leur maison modeste. Mais cette fois, le silence n'avait plus rien de paisible. Il se demanda, suis-je encore l'homme que j'étais? Ou bien suis-je devenu l'un de ceux que je haïssais? Ses yeux se fermèrent, mais les visages des sacrifiés vinrent hanter son esprit, un à un. Il se leva en sursaut, le souffle court. Le luxe autour de lui ne lui offrait plus aucun refuge. Et une certitude glaciale s'imposa, le cercle ne demandait pas seulement son obéissance. Il dévorait son âme. Le fils de Johan, désormais jeune adulte, n'avait plus rien de l'enfant insouciant qui riait autour d'un repas modeste. Il s'était totalement fondu dans le système. Les soirées de luxe, les voyages à l'étranger, les sacrifices annuels, tout cela lui semblait normal, presque banal. Ses yeux n'avaient plus l'innocence d'autrefois. Il reflétait la froideur d'un héritier qui avait accepté le poids de la lignée. Pour lui, le cercle n'était pas une prison, mais un privilège. Et quand il parlait de son avenir, il disait avec assurance, « Je serai plus grand qu'Henri ». Ces mots glacèrent le cœur de Johan.
Un soir, au détour d'une conversation, leur fils avoua sans gêne. Sacrifier un ami, c'est facile. Le cercle me donne tout ce que je veux. Sarah blêmit, incapable de répondre. Johan sentit une douleur lui transpercer la poitrine. Ils avaient voulu protéger leur fils en l'intégrant au cercle, pensant éviter qu'il soit une victime. Mais ils avaient en réalité offert son âme en héritage à ce système. Ce n'était plus leur enfant, mais une créature façonnée par les ombres. Et dans ce regard, Johan comprit la véritable malédiction, le cercle n'avait pas seulement pris des vies, il avait pris leur fils. Johan et Sarah se retrouvèrent seuls dans leur chambre ce soir-là. Sarah, les larmes aux yeux, murmura « Nous l'avons perdu ». Johan, la voix cassée, répondit « Non, c'est pire que ça. Nous l'avons donné ». La culpabilité les étouffait. Ils avaient tout gagné, une maison somptueuse, des voitures, des postes honorifiques. Mais leur victoire était une illusion. Derrière chaque succès, il y avait une tache de sang. Et maintenant, leur propre fils marchait volontairement dans cette lignée. Johan sentit son cœur se briser une seconde fois, non seulement il avait perdu son âme, mais il avait condamné celle de son enfant. Pourtant, en public, la famille continuait à briller. Johan dans son rôle de ministre respecté, Sarah dans celui de femme d'affaires puissante, et leur fils dans celui de jeune héritier charismatique. Ils assistaient ensemble aux cérémonies, posaient pour les caméras, recevaient les applaudissements. Chaque sourire affiché était parfaitement étudié. Mais derrière les sourires, il n'y avait plus de joie, seulement une résignation glacée. Ils savaient que leur destin était scellé, et que le cercle ne leur laisserait jamais d'échappatoire. Ils avaient choisi la voie du luxe, et désormais, il n'y avait plus de retour. Leur prison dorée était devenue héréditaire. Devant les caméras, ce jour-là, la famille posa fièrement. Johan tenait Sarah par la taille, leur fils se tenait à leur côté, sûr de lui. Les flashs crépitaient, immortalisant une image parfaite, celle d'une famille bénie, comblée par le succès. Mais derrière ces sourires éclatants se cachait une vérité sombre, des sacrifices innombrables, une culpabilité éternelle, et un héritier prêt à perpétuer le cycle. Johan, figé dans cette mise en scène, sentit une phrase résonner dans son âme, « Nous avons tout gagné, et tout perdu. » Et ce sourire, qu'il offrait au monde, n'était rien d'autre qu'un masque de sang. Johan avait parcouru un chemin que peu d'hommes pouvaient imaginer. D'un simple chauffeur de taxi, connu pour ses anecdotes de route et ses rêves naïfs de voitures de luxe, il était devenu ministre, figure publique respectée, propriétaire de villas et de richesses qui faisaient pâlir d'envie ses anciens voisins. Mais cette réussite, éclatante aux yeux du monde, n'était qu'une façade. Derrière les sourires officiels et les accolades des puissants, Johan portait en lui un gouffre, un vide que ni l'argent ni le pouvoir n'avaient su combler. Chaque sacrifice, chaque secret du cercle avait effacé un peu de son humanité. La Rolls-Royce qu'il conduisait autrefois avec admiration n'était plus qu'une cage roulante. La Lamborghini qui faisait battre son cœur de jeune homme n'était plus qu'un rappel cruel, il avait tout obtenu, mais au prix de son âme. Sarah, son épouse, n'était plus la femme douce qui le consolait autour d'un repas modeste. Leur fils n'était plus l'adolescent insouciant qui rêvait d'un avenir libre. Ils étaient devenus des acteurs d'une pièce macabre, figés dans un rôle que le cercle avait écrit pour eux. Alors, la question revenait, implacable, qu'avaient-ils réellement gagné? La richesse? Oui. Le respect? En apparence. Mais la paix intérieure, l'amour pur, la dignité? Non. Tout cela avait été sacrifié sur l'autel du succès. Johan savait qu'il était prisonnier d'un pacte dont on ne s'échappait jamais, sinon par la mort ou la folie. Un soir, seul dans sa voiture de luxe, le moteur ronronnant dans le silence, il fixa son reflet dans le rétroviseur. Les yeux qu'il y vit n'étaient plus les siens. C'étaient ceux d'un étranger, d'un homme consumé par ses choix, enfermé dans un luxe qui n'avait plus de goût. Un murmure s'échappa de ses lèvres, « Suis-je encore Johan, ou seulement l'ombre de ce que j'étais ?» Et dans ce silence étouffant, il comprit que le prix du succès n'était pas dans l'or qu'il avait accumulé, mais dans le sang qu'il avait laissé derrière lui.